Voilà, donc ici, je vais faire une vidéo qui a à voir avec l'expérimentation, mais au travers d'un calcul. Alors, on va voir un petit peu ce que la loi d'Avogadro, où il y a la loi d'Avogadro pour les matières solides et liquides et pour les gaz. Voilà. De toute façon, pour les solides liquides, on sait bien que les quantités, on sait bien qu'une mole de solide ou de liquide occupe toujours la même quantité de matière, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 particules ou entités qui sont des atomes, des molécules ou ça peut être des ions. Des ions. Donc 6 exposant 23 particules. Voilà, ça c'est une quantité constante, quelle que soit la mole de solide ou liquide en présence. Maintenant, pour les gaz, c'est un peu la même chose. Hein, le volume molaire occupe toujours le même volume de gaz. Mais celui-ci est dépendant, bien sûr, de la pression et de la température. Bon, et ce volume, si on est à une certaine pression, une certaine température, mais le volume est constant. Et ça, c'est la loi d'Avogadro pour les gaz, qui est, si vous voulez, une extension à la loi d'Avogadro pour les liquides et les solides. Voilà, donc en fait, pour les liquides et les solides, on a le nombre d'Avogadro qui est 6,02 fois 10 exposant 23 particules ou entités. Les entités ou particules, c'est soit des ions, des atomes ou des molécules. Voilà, ce que l'on a en présence. Mais pour les gaz, maintenant, il y a juste quelque chose des différences, qu'il faut tenir compte de la pression et de la température, parce qu'un gaz est défini en fonction de sa température et de sa pression. Voilà. Bon. Alors, il y a plusieurs lois dans les lois des gaz. Il y a la loi PV égale constante. P, ici, c'est une loi à température constante. Hein. On a P sur T1 est égal à P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Ça, c'est si on a je veux dire, deux conditions, deux états, hein, après, voilà, et ça, bien sûr, à volume constant. À volume constant, on a P1 sur T1 est égal. Voilà, mais quand je dis ici PV égale constante, vous aurez compris que c'est P1 V1 est égal à P2 V2, puisque si on a deux états, c'est P1 V1. Si on a troisième état, P1 V1 est égal à P2 V2, est égal à P3 V3, est égal à P4 V4, peu importe, mais voilà, ça se fait toujours à température constante. À volume constant, c'est P1 sur T1 est égal à P2 sur T2, et à volume constant, c'est V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Voilà pour la loi des gaz. Hein. Là, c'est à pression, bien sûr, constante. Volume égale constante. Température égale constante. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, trois lois des gaz ici. Trois lois de gaz. Alors, bon, il y a la fameuse loi de Charles. Charles. Charles, pour moi, c'est celle-ci. Je ne m'en rappelle plus. Il y a Charles, pour moi, c'est celle-ci. Je ne me rappelle plus de ça. Les noms, bon, qui a trouvé quoi? Il y a Charles Gay-Lussac. Et là, voilà, la loi de. Les noms, je ne me rappelle plus. Je peux vous les dire sur Internet, mais voilà, il y a la loi de Boll-Mariotte, Charles Gay-Lussac, etc. Voilà, les noms, je ne me rappelle plus de qui a fait quoi ici, parce que c'est vrai que, bon, c'est trois lois qui ont donné ceci, mais par des messieurs différents. Boll et Mariotte, loi de Charles, loi de Gay-Lussac, voilà. Pour moi, je ne sais plus si Gay-Lussac c'est celle-ci ou celle. Je crois que c'est celle-ci, Gay-Lussac. Gay-Lussac, Charles et Boll et Mariotte. Voilà. Donc ça, c'est trois lois des gaz, si vous voulez, trois lois des gaz. Alors maintenant, il y en a une qui est à pression constante. Hein, il ne reste plus que les paramètres d'état thermodynamique V et T. Bien sûr, c'est par rapport à deux situations données. Hein. On a une situation d'un gaz initial et une situation d'un gaz, par exemple, qui a évolué vers un état final. Situation initiale vers une situation finale. C'est deux états différents. Situation initiale, par exemple, vers une situation d'évolution vers une situation finale.
Voilà. Et on lui fait subir des transformations à température constante, à volume constant et à pression constante. Voilà. Ça, ce sont trois-là qui sont connus en thermodynamique, fortement connus. Mais à côté de ça, bien sûr, qui sont utilisés bien sûr en physique et en chimie, et qu'on a des autres lois. Des autres lois telles que la loi d'Avogadro. D'Avogadro, pour les gaz, hein, on sait bien que le volume d'un gaz occupe volume molaire est constant. Le volume molaire égale constante, mais suivant une pression et une température donnée, parce que ce ne sera pas le même volume molaire si vous êtes à une pression et une température donnée autre que celle d'une autre, de pression et de température distinctes, ben, vont donner deux volumes molaires distincts. Totalement. Mais le volume molaire pour une pression et une température donnée est constant quelle que soit l'entité gazeuse. Quelle que soit l'entité gazeuse. Quel que soit l'état du gaz. Voilà, et l'entité gazeuse qu'on a en présence, bien sûr. Et bien sûr, dans les lois des gaz, il y a la loi de Dalton. La loi de Dalton, c'est les mélanges de gaz, c'est-à-dire que si on a un mélange de gaz, mais la somme totale, voilà, de la pression totale, ben, enfin, un gaz va se comporter, on va dire ça comme ça, le gaz va se comporter comme s'il y avait la somme des entités de chacun des gaz. Voilà. C'est là comme si le gaz va se comporter comme si on avait un gaz pris, je veux dire, séparément en entités dans le mélange. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les lois de Dalton, loi des mélanges des gaz, hein, gaz partiel. Et donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est la loi d'Avogadro. Mais la loi d'Avogadro, bien sûr, on est dans les gaz. Qui dit gaz dit pression et température donnée. Parce que si je veux vendre, par exemple, une quantité de gaz, est-ce que je l'ai vendu à un bon volume, hein, parce que le prix se fait sur un volume, hein, le prix est fonction du volume. Et comme je sais bien que dans Avogadro, le volume molaire est constant suivant la pression et la température donnée, ça voudrait dire que j'aurais un volume V1 à une pression et une température donnée P1T1, mais j'aurais un volume V2 qui n'est pas le même euh, que la pression, que le volume V1 à P1T1. J'aurais un volume, par exemple, à la pression P2, T2. Donc, on aurait deux volumes molaires distincts pour les mêmes entités de gaz, enfin, pour des entités de gaz à des états différents. Des entités différentes, je prends du H2, je prends du N2 ou peu importe le type de gaz que je veux, voilà. Mais si je suis à P1T1, son volume molaire est toujours constant. Maintenant, si je prends N2, O2, H2, etc., sous forme gazeuse, à une température, bien sûr, donnée, hein, qui sont les conditions CNTP, hein, CNTP, hein, voilà, je vais expliquer ça tout de suite, eh bien, le volume molaire n'est pas le même, n'est pas le même, n'est pas le même, ce qui veut dire que pour une pression et une température donnée, le volume n'est pas le même. Voilà. Mais il est constant pour une pression et une température fixe. Et d'ailleurs, la vente de gaz se fait à un prix dans des conditions de température et de pression données. Voilà. Parce qu'il faut fixer pour chacun des protagonistes, le client et l'acheteur, et au niveau standardisation mondiale, du volume. Parce que s'il y en a un qui vend un volume, plus petit volume, puisqu'il n'a pas la même pression que température qu'un autre qui vend un volume à une autre pression, une autre température, ce sera deux volumes qui ne seront pas les mêmes. Voilà. Et ils sont peut-être les mêmes, ils sont peut-être différents. Et donc les prix, on peut tricher sur des prix, alors que peut-être que les volumes sont plus petits ou plus grands ou les mêmes. Voilà. Et donc l'idéal, c'est standardiser à une pression de température donnée. Tout le monde fixe son volume molaire en fonction de la pression et de température donnée. Donc le prix, ça fonction du volume à une pression et une température fixe pour tout le monde. Et pas à une pression donnée pour l'un et l'autre, une autre pression, température donnée, parce que ça foutrait le foutoir au niveau des volumes molaires et donc au niveau du prix. Donc il faut fixer les prix de la vente des gaz en fonction d'un volume molaire à une pression et une température donnée. Et là, je vous renverrai vers, je veux dire, les conditions de température et de pression. Bon. Alors maintenant, il y a deux conditions de température et de pression qui sont standardisés et qui sont fort connus, mais il y en a d'autres, hein. Bon, il y en a beaucoup d'autres, allez voir les tables sur internet, mais il existe par exemple le CNTP et le CSTP qu'il faut utiliser dans les écoles pour les calculs, pour qu'il y en a un qui ne trouve pas, pour mettre, on va dire, en
pour que tout le monde trouve la même réponse, hein, tout le monde doit trouver la réponse en CNTP ou en CSTP. Voilà. Parce que je peux trouver une réponse qui n'est pas la même que les autres, mais à une pression, une température autre que celle de la CNTP, CSTP. Il y a un calcul, si vous voulez, un calcul thermodynamique, il y aura beaucoup de réponses. Pourquoi? Parce que ça dépendra des températures et de pression. Il y aura beaucoup de réponses possibles. Alors on fixe la température et de pression à une valeur bien fixe. Comme ça, à ce moment-là, tout le monde aura la même réponse. En fonction d'une température et de pression, je veux dire, fixée. Alors, je rappelle que les conditions CNTP, ce sont les conditions à 0 degré Celsius et euh, on va dire 1 atmosphère. Bon, 1 atmosphère, je vous le dis tout de suite, c'est 101 325 pascal. Voilà. Alors que, pourquoi 0? Parce que c'est les conditions de laboratoire des anciens chimistes et physiciens, c'est-à-dire tels que Lavoisier, enfin tels que, comment on appelle ça, Avogadro utilisé, et d'autres savants ont utilisé ces conditions-là de laboratoire à 0 degré. Pourquoi 0 degré? Parce que c'est une température facile à obtenir. En fait, c'est la solidification de l'eau. C'est la solidification, je veux dire, c'est la glace, c'est l'obtention de la glace, je veux dire, à une température fixe qui est de 0 degré Celsius. L'eau devient glace. Bien sûr, à pression atmosphérique, hein, à 0 degré Celsius et à pression atmosphérique. La pression atmosphérique, 1 atmosphère, c'est 101 325 pascal. Alors que les conditions de standard, de température-pression, bon, ça dépend comment elles ont été définies par l'IUPAC ou autre, mais généralement, si vous entendez CSTP, vous prenez 25 degrés Celsius, voilà, et non plus 0. 25, parce que quand vous faites vos laboratoires, bon, vous êtes proche des 25, vous êtes à 20, 25, 20, 21, 22, je sais pas, dans une école, au labo, à quelle température est maintenue. Attention qu'il y a des laboratoires qui maintiennent des températures très fixes, hein, très fixes pour avoir la meilleure précision. Justement, le laboratoire, normalement, ils doivent être à des températures très fixes, je veux dire, très stables, hein, très stables et proches du 25. Voilà, si vous faites des laboratoires à l'école, peut-être qu'à l'école, voilà, vous êtes à 20, peut-être que le chauffage ne fonctionne pas, vous êtes je sais pas moi, 18 degrés, peut-être 19, peut-être il fait très chaud ce jour-là, vous êtes à 27, 28, bon, il n'y a pas de ventilation, peut-être il fait très chaud, on est en été, enfin on est en mois de juin, faites un labo au mois de juin, il y a peut-être, les classes il fait fort chaud, je sais pas moi, voilà. Donc, mais dans les industries, un laboratoire, c'est à des températures très fixes, très précises, hein, proche du 25. Bon, il y en a qui prennent 20 degrés Celsius comme étant la température, je veux dire, de laboratoire. Mais ici, moi, je peux vous dire que le CSTP normalisé est à 25 degrés, mais à combien d'atmosphères? Mais plus en atmosphère, puisque on sera plutôt pas un atmosphère, mais un bar. Un bar, c'est 100 000 pascal. 10 exposant 5 pascal. Bon, vous comprendrez que ici, vous pouvez mettre le pascal en hectopascal, c'est pas un problème. Hein. Hecto, c'est une centaine de pascal. Voilà. Vous pouvez mettre, ici, si vous êtes en bas, vous pouvez mettre voilà, 10 exposant 5 pascal. Voilà. Bon, ça fait combien d'atmosphères? Mais si un atmosphère, ça fait 101 325 pascal, ben, combien vaut 100 000 pascal? Ben, c'est 100 000 sur 325, 101 325. Parce que si vous avez ceci, le rapport par rapport à 100 125 pascal, voilà le rapport entre 101 325 et 101 325. C'est-à-dire que là, vous avez une atmosphère. Mais si maintenant je mets 100, je compare 100 par rapport à 101 325 pascal, 100 000 pascal, c'est-à-dire un bar par rapport à une atmosphère, si je compare un bar par rapport à une atmosphère, mais ça fait 0,9. Si vous calculez 100 000 sur 101 325 pascal, vous allez trouver 0,9 bar. C'est normal. Si un atmosphère, ça fait 101 325 pascal, mais 0,9 atmosphère, environ, hein, il faut faire le calcul, ça fait 100 000 pascal. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes conditions de température et de pression, hein. C'est pas les mêmes, entre 100 000 pascal et 101 325 pascal. Donc le 0 degré, la température, on va dire, de solidification de l'eau, qui est la glace, s'obtient à 0 degré Celsius, qui est une température facile à avoir et bien sûr une pression de
atmosphérique qui est égal à 1 atmosphère, soit 1325 pascal, à un certain niveau. Voilà, je crois que c'est le niveau de la mer niveau 0, soit 1325 pascal. Maintenant, les conditions de laboratoire, vous êtes dans une pièce, 25 degrés, là on a fixé à 100 000 pascal. Donc les conditions de laboratoire, dans un vrai laboratoire, vous devez avoir ces conditions-là, c'est soit CSTP, voilà, ou CNTP, mais voilà, il faut que dans le laboratoire, on ait une température précise et une pression précise. Bon, et là, c'est toutes, je veux dire, des chambres qui sont créées pour ça. Voilà, c'est des chambres spécifiques de laboratoire. Donc on ne peut pas se permettre de, voilà, si on veut faire voilà, des manipulations ou des recherches, ben, ça se fait dans des conditions, je veux dire, très précises. Hein. Il ne suffit pas voilà, de s'écarter de ça. Bon, maintenant, justement, je vais faire comment est-ce qu'on appelle ça? Un laboratoire, et je vais prendre voilà, un Erlenmeyer, dans lequel je vais placer bien sûr un tuyau. Voilà, le tuyau va passer, ça c'est en vue de dessus, le tuyau va passer au-dessus. Donc, et c'est ça que je dessine ici. Si vous voulez, je dessine, voilà, le bouchon. Voilà, le bouchon qui va faire ceci. Et voilà. Là, j'ai l'Erlenmeyer. Erlenmeyer, voilà, je ne sais pas si on voit ce, voilà, à l'écran. Alors, le bouchon, là, on va mettre un verre hein, qui va être à la renverse, qu'on place au milieu. Hein. Ça, c'est le bouchon vu du dessus. Et le verre, on va le mettre par le dessus du bouchon. Voilà. Bien sûr, on essaie d'isoler. On essaie d'avoir un système isolé, hein, le mieux que l'on peut, comme ceci. Hein, pour éviter les échappées de gaz ou quoi aux caisses. Si éventuellement on a un gaz, mais on saura qu'on a un gaz parce que je vais vous dire avec quoi on va faire réagir. Donc la réaction elle est connue, hein, donc c'est pas un problème de ce côté-là. On sait bien ce qui va réagir. Bon, c'est pas comme si on débutait une réaction que personne ne connaît. C'est une réaction qui va être connue, donc fatalement on sait bien ce qu'on va avoir et on va calculer le volume molaire d'Avogadro. Voilà, bien sûr, à une condition, dans les conditions, bien sûr, CSTP, hein, pas CNTP. Voilà, donc ici, puisque ça va être des conditions d'école, des conditions de laboratoire d'école, bien sûr, avec d'énormes imprécisions, et voilà, ça je vous dirai quoi là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une burette à gaz. Donc ici, je vais faire redescendre mon verre à la renverse. Il est à la renverse, ce verre. Voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, là, on a un bac à eau. Et là, on a une colonne d'eau. Donc ici, on a rempli par de l'eau. Hein. Voilà, et ici aussi, c'est de l'eau. Jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Hein. Voilà, de l'eau. Là, on fait rentrer la colonne. Voilà. Donc là, on a de l'eau. Et ça, c'est un bac à eau. Alors, on va maintenir tout ça avec ce qu'on appelle un statif. Là, ça, c'est une burette à gaz. Hein, burette à gaz. Et mon statif, il va tenir ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, un statif. Voilà, on maintient ici et là. Comme ceci. Voici mon statif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire réagir? Je vais vous le dire tout de suite. On va ouvrir, bien sûr, on va mettre du HCl, l'acide chlorhydrique. Comme ceci. On va mettre 15 ml. Hein. Donc, les 15 ml d'HCl, ben, je veux dire, ils doivent être bien mesurés. Voilà, c'est la première des choses. Il faut une précision de mesure au niveau du volume. Hein. Parce que si vous n'avez pas précis au niveau du volume, ben, vous n'aurez pas un volume molaire. La loi d'Avogadro, je veux dire, vous allez avoir des erreurs. Et fatalement, ici, il y aura plein d'erreurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que vous allez avoir une erreur de lecture sur le volume, déjà une chose. Voilà. Vous aurez sûrement une erreur de lecture sur le volume. Alors, vous mettez 15 ml, vous ouvrez ici la burette au niveau du bouchon ici, et vous injectez directement, voilà, un métal qui n'est pas n'importe quel métal, mais qui est du magnésium, Mg. Voilà. Donc vous ouvrez le système fermé ici, hein, clos, et vous injectez une pastille ou voilà du magnésium. Bon, alors vous allez mettre exactement comme le magnésium ici, l'état
l'état thermodynamique du magnésium voilà, dans les conditions CSTP, il est solide. Ici, il est solide. Ici, le HCl, il est liquide. Voilà, on a un solide liquide. Et une fois que vous avez plongé, je veux dire, le MG, vous avez mesuré 0,08 grammes, hein, si vous voulez. Vous allez mettre 80, 80 mg. On va mettre 80 mg, ce qui fait 0,08 grammes. Hein. Donc ça, il faut peser. Il faut peser, c'est 80 mg. On va peser 80 mg. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 80 et 15 millilitres. Tout va dépendre de la réaction. Vous allez voir comment ça va se passer. Mais vous pouvez mettre des autres quantités. Voilà. Mais vous sachez que tout simplement, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réaction chimique d'office. Et cette réaction chimique, en fait, tout d'abord, de 1, elle va être spontanée, parce qu'il y a des réactions qui se font tout de suite, et d'autres qui vont se faire plus lentement. Hein, il y a la cinétique des réactions chimiques, des réactions qui vont se faire plus lentement, des autres plus rapidement. Mais il y a aussi des réactions qui vont se faire de manière très courte, très longue. Mais ici, c'est une réaction qui va se faire spontanément. Une fois que vous avez ouvert que vous avez bien sûr ouvert mais fermé après, vous l'ouvrez juste pour mettre le magnésium, mais il y a une réaction spontanée qui va se faire directement. Elle va se faire directement, cette réaction-là. Et en plus de ça, je peux vous dire que comment voit-on si une réaction va refroidir le système, ou va réchauffer le système, va fournir de l'énergie, ou va en prendre au système. Eh bien, c'est via ce qu'on appelle l'enthalpie, la variation d'enthalpie. Hein. La variation d'enthalpie, c'est voilà, l'enthalpie, la différence entre l'enthalpie des réactifs et des produits. Bon. Et si vous avez une variation d'enthalpie négative, ce qui sera le cas ici, on aura ce qu'on appelle une réaction exothermique. Exothermique, ça veut dire qu'elle va libérer de la chaleur, et donc fatalement c'est l'exothermique, mais ça va réchauffer, c'est une réaction qui va produire un petit peu de chaleur. Alors maintenant, le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura comme réaction. Alors, on aura du magnésium plus de l'acide chlorhydrique. Bon, le magnésium, il est solide. HCl, il est liquide, bien sûr. Eh bien, vous savez très bien ce qu'on va avoir, puisque l'HCl, ici, va se décomposer en H plus Cl-. Donc le Mg va aller avec du Cl pour former du MgCl, mais comme le Mg est bivalent et le chlore monovalent, on aura du MgCl2. Donc en fait, on va obtenir du MgCl2, mais ceci, ça ressemble à une réaction que j'ai déjà faite sur les médicaments qui étaient la base. Un médicament qui était là-bas, une base faible, MgOH2, rappelez-vous, plus HCl, un acide fort. Attention qu'HCl c'est un acide fort, Mg c'est un métal. Hein. Donc c'est un acide plus un métal. Alors que là, c'est pas la même chose, c'est un hydroxyde, c'est-à-dire c'est une base qui est faible ici, hein, faible, avec un acide fort. Voilà, et là, ça donnait un sel qui était MgCl2. Ici, ça me donne aussi un sel. Mais la différence des deux, c'est quoi? Mais c'est que là, on a du OH et là du H. Et le HOH va donner, si vous voulez, de l'H2O. Voilà, elle n'est pas équilibrée, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que ça va donner comme produit. Et ici, la différence avec ceci, ça ne va pas donner de l'H2O, puisqu'il n'y a pas de OH. Donc, ça ne peut que donner que de l'hydrogène. Mais de l'hydrogène comment? Gazeux. Donc, voilà. Donc, on aura de l'hydrogène. Voilà. Donc ici, on a bien un solide liquide, et là, on a voilà, du MgCl en solution aqueuse. On aura du sel qui va se former en solution aqueuse. Voilà, donc ici, le H2, c'est le gaz. Et donc, je peux calculer le volume molaire du gaz, selon la loi d'Avogadro. À partir de la quantité de solide dans une solution d'acide, voilà, va me donner un gaz. Voilà, maintenant, il faut équilibrer cette réaction-là. Bon, on va l'équilibrer. Si j'équilibre ceci, j'ai deux chlore, deux hydrogènes, un Mg, et du H2, un H2. Voilà, la réaction est équilibrée. La réaction est équilibrée. Alors ça veut dire qu'une mole de Mg va me donner une mole de H. Alors maintenant,
Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, faire attention, dire à la mesure du volume ici que vous allez mettre. Vous allez faire attention à cette quantité, ne pas vous tromper au niveau des masses. Parce on peut faire des erreurs au niveau des masses, une erreur de lecture au niveau du volume. Voilà. Et supposons qu'au niveau des conditions du laboratoire CSTP, déjà le CSTP, je vous rappelle, c'est 25 degrés Celsius et un bar. Un bar, c'est 100 000 pascal. Voilà. Donc si vous n'êtes pas à 25 degrés et 100 000 pascal, déjà là, vous n'allez pas avoir le volume molaire que l'on connaît en condition CSTP qui est de 24,8 litres. Hein. En condition CSTP, le volume molaire est constant, il vaut 24,8 litres. Alors qu'en CNTP, le volume molaire vaut 22 litres 4, parce qu'on n'est pas la même, le volume molaire vaut 22 litres 4, quelle que soit l'entité. Pourquoi je dis quelle que soit l'entité? Mais quand je dis quelle que soit l'entité, c'est parce qu'en fait, on considère qu'on a affaire à un gaz parfait. Voilà. Un gaz parfait, c'est un gaz qui est à basse pression, hein, très basse pression, très basse pression. Et qu'est-ce qui se passe en très basse pression? Mais, les molécules, je veux dire, sont très éloignées les uns des autres, donc on n'a plus d'interaction, si vous voulez, électrostatique. On n'a plus et donc, ça ne dépend pas, on va dire, les lois ne dépendent plus du type de gaz. Que qu'on ait du N2, du H2, ou, voilà, ou du O2, peu importe. On aura une loi des gaz parfaits, point, qui est indépendant, si vous voulez, de l'état du gaz. Hein, de l'état du gaz et de l'entité du gaz. Donc, et la loi des gaz parfaits dit quoi? Mais c'est un assemblage, si vous voulez, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de, lois de Gay-Lussac, de Charles et de je ne sais plus comment il s'appelle, Charles, Gay-Lussac et de Boyle-Mariotte. C'est-à-dire, c'est un ensemble de PV égale constante, P1V1 égale P2V2, si vous voulez, où P1 sur T1 est égal à P2 sur T2 est égal à, et V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Et tout ça, bon, plus la loi d'Avogadro donne PV égale NRT, bien sûr. R étant la constante des gaz parfaits qui dépend bien sûr du système d'unité. N, c'est le nombre de moles, hein, nombre de moles de gaz. Hein. Voilà. Et là, on retrouve PV, la température. Voilà. Et là, on retrouve, si vous voulez, bien sûr, PV égale constante, c'est à température constante. P1 sur T1 est égal à P2 sur T2, c'est à volume constant. Et V1 sur T1 est égal à V2 sur 2, c'est à pression constante. Voilà, et cette loi-là, la loi des gaz parfaits, c'est PV sur T égale NR. Voilà, NR. Voilà. N, ça va dépendre, R étant une constante, ça va dépendre du nombre de gaz, du nombre de moles de gaz, N. Voilà, et donc dans un gaz parfait, ben, on s'en fout qu'on ait du H2, du N2, voilà, parce que il n'y a pas d'interaction, je veux dire, moléculaire ou atomique entre les atomes ou les molécules. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'interaction électrostatique, je dirais, il n'y a plus d'interaction électrostatique, donc c'est indépendant, voilà, d'un type de gaz où les interactions électrostatiques dépendent de la nature du gaz. Des gaz qui s'attirent plus fortement, d'autres moins fortement, d'autres plus forts encore, et d'autres vraiment moins forts, très faiblement. Et donc pour éviter tout ça, on considère un gaz à très faible pression, et pour le rendre indépendant du gaz, nous indépendant du gaz, ben, on fait en sorte voilà, où il n'y a plus d'interaction électrostatique. Et là, on a une loi qui est très bien, c'est PV égale NRT. Mais qui est une loi, si vous voulez, d'un gaz voilà, à très basse pression. Voilà, c'est-à-dire, on s'approcherait du vide. Pour ça, il faudrait s'approcher du vide. Voilà. Très basse pression, c'est une pression presque nulle. Presque. Nulle, on ne saurait pas avoir. Alors, une pression nulle, ça n'existe pas. Voilà. Pression égale 0, voilà, ce serait le vide, par exemple. Le vide, personne ne sait imaginer le vide. Voilà. Bon, donc, on peut dire quoi? On peut dire quoi? Mais voilà, on a une mole de gaz ici. Alors que là, on a du Mg. Donc je sais quel est le volume
on a mis 0,08 grammes. Sachant qu'une mole de Mg pèse combien? 24,30. Donc, une mole de Mg pèse 24,30, mais nous, on a 0,08 grammes, ce qui fait combien de moles? X moles, donc X moles de Mg, c'est-à-dire, on va faire X divisé par 1 est égal à 0,08 divisé par 24,30, ou si vous voulez, c'est M sur M. Hein. X divisé par 1, hein, on aura X divisé par 1, ce qui fait X. X est égal à, ceci c'est M, et ça c'est la masse molaire. Petit m sur grand M. Donc voilà, vous pouvez faire directement petit m sur grand M, ce qui fait 0,08 divisé par 24,30. Voilà, ce qui fait 0,033 moles. 329, on va mettre 0,0329 moles. Donc on a 0,0329 moles de Mg qui vont réagir, mais on sait bien qu'une mole ici va donner une mole de gaz. Donc ce qui veut dire que j'aurai le même rapport. Pour aller de là à là, j'ai fait x1 ou divisé par 1, peu importe. Donc si je fais x1 ou divisé par 1, j'ai toujours 0,0329 moles d'H2. Voilà. Bon. Oui. Mais ça comme ça, je ne trouverai pas le volume molaire. Pour avoir le volume molaire, il faut que je mesure, si vous voulez, le volume obtenu ici, le volume d'H2. Le gaz va être là-bas, on va mesurer le volume d'H2. Sachez qu'attention qu'il y a voilà, de l'hydrogène qui va se former. Et là, on aura du H2 mélangé avec de l'eau, hein, sous forme de vapeur d'eau. On aura de la vapeur d'eau avec de l'H2. D'autant plus que voilà, la réaction sera exothermique, voilà, il y aura déjà ça. Voilà, il y aura des molécules, je veux dire, qui seront prises dans l'H2. Voilà, des molécules prises. On va avoir de la vapeur d'eau avec, si vous voulez, dans l'H2. Dans la vapeur d'eau dans l'H2. Donc ici, supposons qu'on lit le volume ici. Supposons qu'on lit un volume de 96 millilitres. Bon, est-ce que je sais trouver le volume molaire grâce à ça? Donc on a lu, est-ce que ça m'intéresse? Pour l'instant, non. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais regarder par rapport à l'HCl. L'HCl, c'est bien qu'on en met 15 millilitres. 15 millilitres.
Donc ça, ce serait bon. 3, donc, est-ce que je peux trouver le volume molaire grâce à ça? Bon, on va déjà prendre une mole de H2, combien ça fait? Une mole de H2, ça fait 2 grammes. 2 grammes, mais qu'on a mesuré 2 grammes, on a mesuré combien? 96 millilitres. Ouais. Attention qu'ici c'est une lecture. Hein. 96 millilitres, c'est une lecture. Hein. C'est une simple lecture de volume. Donc là aussi, il y a une précision. Hein. Si vous lisez mal la lecture de 96 millilitres, il y aura encore une erreur de calcul. Bon, alors, une mole d'H2, c'est 2 grammes. 2 grammes, mais qu'on a 96 millilitres d'H2. Voilà. Donc, et là, je peux calculer le volume molaire. Parce que je sais bien que j'ai 0,329 moles d'H2 qui vont réagir. Et que j'ai 96 millilitres. Donc avec ça, je peux trouver la réponse. Donc 0,0329 moles c'est il faut en fait, je cherche quoi? En fait, il faut chercher le volume molaire. Hein. Le volume d'une mole d'H2. Voilà. Mais si j'ai pas une mole, j'ai 0,0329 moles déjà. Et que j'ai 96 millilitres. Donc, une mole d'H2 fait quel volume? V, un volume V que je ne connais pas. Voilà. Par contre, 0,00329 moles d'H2 donne 96 millilitres en volume d'H2. Voilà. Donc maintenant, je sais trouver X ici. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'aurai X millilitres d'H2 qui est le volume molaire d'une mole. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Eh bien, on va calculer ceci. On va faire X sur 96 millilitres. C'est X millilitres sur 96 millilitres. C'est égal à quoi? X sur 96, 1, une mole sur 0,0329 moles d'H2. Donc, que vaut X, c'est 1 sur 0,0329, le tout fois 96. Alors, on va calculer ça. Et normalement, on a le volume du gazeux d'une mole. Alors, 96 divisé par 0,0329. Voilà, ce qui fait 29 179 millilitres, ce qui fait 29,17 litres. 29,17 litres. Alors, ça fait beaucoup quand même. Hein. 29,17 litres. 29,17 litres, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 29,17, ça fait beaucoup. Hein. Et ça, on est bien en condition CSTP. Alors, ça fait beaucoup parce qu'on sait bien qu'en CSTP, le volume molaire d'Avogadro, qui est constant, vaut 24,8 en CSTP. Et en CNTP, bien sûr, vous savez qu'il vaut 22 litres 4. 22 litres 4.
en CNTP. Et c'est en CSTP 24,8. Alors, on va faire la différence, l'écart de mesure entre 29,17 et 24,8, ça c'est la valeur vraie. Attention que dans certaines écoles, ils prennent 24. Hein. Il faut encore une erreur de oui, dixième, voilà. Mais ils prennent 24 pour simplifier, à place de 24,8. Bon, on va faire cette différence. Moins 24,8, je vais faire moins 24,8. Je vais faire diviser par 1000 pour avoir en litres. Parce que j'avais des millilitres. Là, j'ai 29,17 litres. Je fais moins 24,8. Et j'ai 4,379 litres d'écart. Voilà. 4,3 litres d'écart de mesure. La valeur théorique, elle est là. Hein. Valeur théorique. Voilà. Et la valeur, on va dire, mesurée. Voilà, moi, la valeur théorique, ça, et là, on a une erreur. Hein. On a quand même une erreur de 4 litres 3. Bon, ça fait quand même beaucoup. Alors, ici, je vais un petit peu expliquer les erreurs d'où elles pourraient provenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous remarquez bien que je n'ai pas joué avec les 15 millilitres. Hein. J'ai rien fait. Je n'ai pas fait de calcul avec les 15 millilitres. Ici, je n'ai pas fait de calcul. Voilà, je n'ai fait qu'un calcul avec la masse ici. Hein, parce qu'il y a un rapport directement entre le nombre de moles ici et le nombre de moles d'H2. Le nombre de moles de Mg et le nombre de moles d'H2. Donc, fatalement, j'ai calculé par rapport à la masse de Mg. La masse de Mg pour avoir le volume molaire. Voilà, Mg qui est solide. Alors, l'erreur peut venir d'une erreur de masse ici. Si je mesure mal la masse. Ouais, ici, pourquoi on a mis un tube ici? Pour que, je veux dire, le gaz puisse passer au travers du tube pour, voilà, venir traverser, je veux dire, dans le tube à gaz et se mettre, je veux dire, voilà, dans une espèce de bulle ici, bulle fermée, renfermée de gaz et mesurer le volume. Puisqu'on cherchait, on veut le volume molaire, donc il faut un volume en relation avec la réaction. Et donc, on s'est trouvé un volume molaire, puisque j'ai un volume par rapport à la réaction, donc par pondération, j'ai trouvé un volume pour une mole. Voilà, donc ici, si on mesure déjà mal ceci, si on n'a pas les bonnes conditions CSTP, hein, parce qu'ici on a 25, mais si vous n'avez pas 25 degrés, donc il faut un thermomètre pour faire ce genre de laboratoire, et on va dire il faut 100 000 pascal, c'est-à-dire il faut un baromètre. Voilà, un baromètre qui va mesurer la pression et de se dire, bon, voilà, on a fait tel labo à telle température et telle pression. Alors comment faire des corrigés par rapport à la température et la pression qu'on a en classe? Mais vous savez bien qu'on a P1 V1 sur T1, là on a des gaz parfaits d'ailleurs, P2 V2 voilà, sur T2. Voilà. On a deux situations, situation 1, situation 2. Bon, situation 2 peut-être une situation de référence, et la situation de référence peut-être le CSTP. Voilà. Donc si je connais la situation de référence ici, P2, V2, hein, qui est une situation de référence, je connais la pression de référence, température de référence dans des conditions standards données, et on connaît le V2, mais on sait trouver le V1. Le V1, c'est-à-dire aux conditions réelles de laboratoire, où il n'y a pas forcément 25 degrés, vous n'êtes pas 25 degrés dans votre classe, et vous n'êtes pas à une pression de 100 000 pascal. Donc il faut faire une correction. On aura V1 est égal à P2 sur P1 fois T1 sur T2, le tout fois V2. Voilà la correction à faire. Où là, on a la situation de référence en CSTP. Par exemple, en CSTP, si vous voulez par rapport au CSTP, mais j'aurais pu prendre le CNTP, mais ici, comme je vais regarder mon erreur par rapport au CSTP, mais je vais regarder, faire la correction. Donc, mesurer la température en classe, si ça a été fait dans une classe, et la pression dans la classe. Et je regarde, dire que vaut le volume. Le volume corrigé par rapport à la pression, à la température de la classe, par rapport bien sûr à un système de référence qui serait le CSTP. Voilà. Donc on aurait P2 sur P1, T1 sur T2, fois T1 sur T2, le tout fois V2.
où V2 serait un volume de référence, c'est-à-dire 24,7. 24,7. P2 qui serait la température, la pression de référence, c'est-à-dire 100 000 pascal, puisque je me situe en CSTP. Si je prends la référence en CSTP, vous comprendrez que V2 c'est 22,4. 24,8. 24,8. Voilà. T1. T1 c'est la température en classe. Voilà. Attention que c'est la température thermodynamique. Hein. Donc c'est 273,15 plus la température que vous avez en classe, en degrés Celsius. Par exemple, si vous avez 18 degrés, vous faites 273,15 plus 18. Vous la divisez pour avoir l'écart par rapport à la température CSTP qui est de 25 degrés, c'est-à-dire 273,15 plus 25. Voilà le corrigé. En température, voilà le corrigé. Bien sûr, T1, c'est la température mesurée en classe. En degrés, en Kelvin, bien sûr. Hein, en Kelvin. Donc, vous devez faire la température de classe, 18 degrés, prise au thermomètre, bien sûr, plus 273,15. Donc, ça reviendra à faire ça. 273,15 plus la température en classe, voilà, que vous avez mesurée, ou dans le laboratoire, hein, si c'est un laboratoire. Voilà. Voilà. Alors, la pression P1, c'est la pression de classe. La pression prise en classe. P1 et P2 doivent être dans les mêmes mesures. Si je mets P2 par exemple en barre, mais P de classe sera en barre. Mais P2, généralement, c'est 100 000 pascal. Et 100 000 pascal, ça fait un bar. Hein. Voilà. Si je l'exprime en pascal, vous devez mesurer la pression atmosphérique en pascal en classe. En pascal. Puisque j'ai mis ici en pascal. Les rapports doivent être de mêmes unités. Voilà. Et en faisant ceci, eh bien, vous allez avoir la correction par rapport à la température de classe et la pression de classe corrigée par rapport voilà, aux conditions standards de pression et de température. Mais maintenant, ce volume-là que vous avez, voilà, c'est le volume corrigé. Voilà. C'est le volume corrigé. Mais il va subsister toujours voilà, des erreurs par rapport. Voilà. Et ces erreurs-là proviennent justement que vous n'avez pas pris justement 101 325 pascal. Parce que si vous aviez pris 100 000 pascal, si vous aviez par exemple en classe, comme par hasard, 100 000 pascal, et comme par hasard vous obtenez en température de classe les conditions de labo, 25 degrés Celsius, hein, eh bien ces deux termes-ci, ces deux termes-là vont se simplifier et il va rester 24,8. Vous deviez trouver, si vous avez les bonnes conditions de température et de pression par rapport, voilà, vous deviez trouver exactement 24,8. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez trouver des fractions de 24,8. Voilà. Un peu plus basse que 24,8 ou un peu. Voilà, ça dépend de la pression et la température que vous avez en classe. Voilà.